Je suis la chargée de dossier de la formation continue pour les psychologues de santé publique. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème sur le rôle du psychologue dans la prise en charge des affections neurologiques. Nous avons avec nous aujourd'hui professeur Hicham et professeur Kamal Bouaïta et Madame Louban, qui est psychologue au niveau de l'établissement spécialisé ATDIR. Alors, je souhaite la bienvenue pour tout le monde et on déclare la session ouverte. Je donne la parole à l'équipe de l'EMPFP. Je vous donne la parole, professeur Hicham, et on peut commencer aujourd'hui. Allez, merci. Merci, Madame Saouni. Merci. Okay. Merci tout le monde d'être aujourd'hui, d'assister à cette petite formation. En fait, c'est pas une formation qui... on a besoin d'autres formations pour bien connaître la maladie de Parkinson. Je vais commencer, moi, par une petite introduction sur la maladie de Parkinson. Quels sont les symptômes? Comment on fait le diagnostic de la maladie de Parkinson? Comment on la traite? Et ensuite, il y aura monsieur professeur Bouaïta qui va vous parler de la neurosimulation, chirurgie dans la maladie de Parkinson et quel est le rôle du neuropsychologue. On va le voir après avec Madame Louban Hajal, qui est psychologue à l'hôpital ATDIR. Elle va nous préciser le rôle du psychologue dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, déjà avant, au début de la maladie, au cours de l'évolution, et aussi après l'intervention chirurgicale et pendant l'intervention, quel est vraiment le rôle du neuropsychologue. Donc, le psychologue, il a une grande place dans la prise en charge des malades qui ont la maladie de Parkinson, puis c'est une maladie qui est évolutive, qui est progressive. Donc, tout au long de leur vie, ils auront besoin toujours d'un psychologue à différents niveaux. Donc, on va commencer maintenant sur la maladie, je vais parler un peu sur la maladie de Parkinson. C'est quoi la maladie de Parkinson? C'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire qu'il y a une dégénérescence des neurones. Il y a des neurones qui meurent. Le plus souvent, elle survient chez le sujet âgé. Donc, c'est une maladie comme la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie du sujet âgé. Donc, elle débute généralement vers l'âge de 60 ans. Mais on a des cas de maladie de Parkinson précoce avant l'âge de 40 ans. C'est rare, mais il y a surtout dans les formes génétiques, la maladie, elle débute précocement. Donc, la caractéristique biochimique de cette maladie est un déficit en dopamine. Donc, c'est des malades qui auront besoin comme traitement de la dopamine parce qu'il y a les cellules qui fabriquent la dopamine qui dégénèrent. Donc, mais cette maladie, elle commence déjà avant que les symptômes n'apparaissent parce qu'il y a toujours au niveau du cerveau des mécanismes d'adaptation qui font que les signes cliniques sont retardés. Donc, et le traitement essentiel de cette affection, en fait, c'est un traitement symptomatique, c'est de la dopamine qu'on donne. En fait, cette maladie, elle est connue depuis longtemps. Déjà, dans le système médical indien, il y a 4500 ans, elle était connue sous le nom de la Compavata. Donc, elle était traitée par une plante, la plante que vous voyez ici, c'est la Mucuna prurien, qui est aujourd'hui connue sous le nom de la L-Dopa. En fait, il y a des compléments alimentaires également qui contiennent cette plante et contient généralement, c'est de la L-Dopa. Donc, la maladie de Parkinson, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dégénérescence. Ce que vous voyez ici, c'est une dégénérescence des noyaux. Ce sont des noyaux qui ne fabriquent plus la dopamine. Et sur le plan, quand on fait l'anatomopathologie, on va retrouver un marqueur pathologique. Donc, quelle est la cause de cette dégénérescence? Donc, en fait, il existe deux étiologies dans la maladie de Parkinson.
c'est les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques. Mais ce sont des étiologies qui ne sont... C'est l'intrication entre les deux qui fait apparaître probablement la maladie. Donc, c'est une maladie idiopathique. On ne trouve pas de cas dans la famille dans 90 à 95% des cas. Et dans 5 à 10%, on peut trouver une cause génétique. Ça veut dire qu'il y a des cas dans la famille. Le plus souvent, c'est les parents et les enfants ou les cousins. Sur le plan environnemental, il y a des agents chimiques qui ont été incriminés dans la maladie de Parkinson, tels que certains insecticides ou herbicides. Donc, ces insecticides contiennent un produit qui est toxique pour les cellules dopaminergiques et peut être la cause de maladie de Parkinson. Et cette constatation a été expliquée également par la prévalence qui est élevée dans les régions hautement industrialisées ou dans les zones rurales qui utilisent ces herbicides ou ces insecticides. Donc, il y a le facteur génétique également, qui est incriminé, donc dans 5 à 10% des cas. En fait, pourquoi il y a des troubles neuropsychologiques dans la maladie de Parkinson? Vous avez normalement dans la maladie de Parkinson, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une substance noire qui est à l'intérieur du cerveau, c'est elle qui dégénère, c'est les cellules dopaminergiques qui dégénèrent. Et en fait, il y aura des répercussions. Donc, dans la maladie de Parkinson, il n'y a pas uniquement ces cellules qui dégénèrent, parce qu'on trouve ces cellules dopaminergiques ailleurs. Donc, il y a le système mésolimbique. Donc, ce système mésolimbique au niveau temporal et au niveau des hippocampes, ce système de connexion est un système qui véhicule la voie émotionnelle. Donc, il va avoir des troubles de mémoire, des troubles du comportement, de la motivation, etc. Il y a la deuxième voie en bleu, c'est la voie mésocorticale, c'est-à-dire c'est une voie qui va du cerveau jusqu'au cortex. Cette voie, c'est une voie cognitive. Donc, c'est des patients qui n'auront pas uniquement des troubles mentaux, ils auront des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, ils auront des troubles du comportement. Et donc, la maladie de Parkinson n'est pas uniquement une maladie où on a une expression qui est motrice. Donc, il faut toujours rechercher d'autres signes qui associent. Comment elle commence la maladie de Parkinson? Le plus souvent, le signe évocateur, parfois le diagnostic, il est peu évocateur. Donc, longtemps, c'est des malades qui auront des douleurs, des crampes, des douleurs articulaires et ils consultent le plus souvent chez un rhumato et parfois chez un psychologue. Donc, cette phase, elle peut rester pendant des années. Et lorsque la maladie, elle commence, les symptômes moteurs sont bien évidents. Le plus souvent, c'est une akinésie. Akinésie, ça veut dire qu'il y aura une lenteur. Une lenteur, une gêne à l'écriture. C'est des malades qui vont voir leur écriture changer. Donc, ils vont écrire petit. Leur marche, elle va changer. Ils vont avoir une marche à petits pas. Ils marchent très lentement. Et ils vont avoir des lenteurs dans l'exécution des mouvements alternatifs, des gestes alternatifs, par exemple, de faire ça va les gêner dans leur activité quotidienne. Le début, dans la maladie de Parkinson, donc tous ces signes vont commencer de façon unilatérale. Ça touche un membre, soit le membre supérieur, soit la main, ou encore le membre inférieur. Donc, après un certain temps, donc vous aurez la triade caractéristique, les autres signes. Vous avez vu que l'akinésie, ce n'est pas le tremblement qui débute au début. Donc, ceux qui ont une maladie de Parkinson, ils commencent leur maladie par une akinésie, qui est la lenteur dans la réalisation des gestes quotidiens. Donc, on peut avoir une hypertonie, c'est-à-dire une rigidité musculaire. Des muscles seront rigides, seront durs. Et le tremblement dans la maladie de Parkinson est un tremblement de repos. Ça touche les mains et les pieds. Donc, c'est un malade qui va avoir des petits tremblements au niveau des extrémités. Il va comme imiter du pain ou donc ce n'est pas un tremblement d'attitude, ce n'est pas un tremblement qui va le gêner lorsqu'il mange ou lorsqu'il s'habille. C'est quand il est au repos qu'il tremble. Et on a également
des pertes des réflexes des postures. Donc, pour la posture, il va y avoir des petits troubles de l'équilibre et tout. C'est ça qui va entraîner des chutes chez le parkinsonien. Donc, le diagnostic de la maladie de Parkinson, il est clinique. Donc, c'est un malade qui va avoir un petit tremblement de repos, va avoir une akinésie, une rigidité, et on n'a pas d'autres signes. Généralement, on n'a pas besoin d'autres examens complémentaires. Le neurologue, il peut faire le diagnostic déjà cliniquement. Il faut rechercher les autres signes non moteurs de la maladie de Parkinson qui peuvent commencer déjà avant l'apparition des signes moteurs. Donc, le malade, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des années auparavant, le malade il peut avoir d'autres signes qui ne sont pas spécifiques à la maladie de Parkinson, qu'on peut avoir dans d'autres pathologies, par exemple une petite dépression, une anxiété, une fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire, des troubles digestifs comme la constipation, qui est très gênante pour le malade chez le parkinsonien, des troubles neurovégétatifs comme les transpirations excessives, des douleurs, des troubles sphinctériens, une hypotension orthostatique. Donc, vous voyez que les signes non moteurs sont beaucoup plus fréquents que les signes moteurs qu'il faudra chercher déjà à l'interrogatoire. Donc là, ça vous montre que 20 ans avant l'apparition des signes moteurs de la maladie, vous pouvez avoir une constipation, des troubles du sommeil, sommeil paradoxal surtout, des troubles, une dépression, des troubles, une hyposmie, donc une diminution de l'odorat, peut se voir avant l'apparition des signes moteurs dans la maladie de Parkinson. Et au cours et ensuite, je vous ai décrit les signes de tremblement, la rigidité, la kinésie. Mais dans la maladie de Parkinson, il y a une évolution. 10 ans après, le malade, on va le voir tout à l'heure, certaines complications du traitement sont dues au traitement. Donc, le diagnostic de la maladie de Parkinson, il est essentiellement clinique. Et on fait également le diagnostic, on donne de la L-DOPA au patient. Et il répond très bien. Donc, cette sensibilité au traitement est un critère diagnostique. Et aussi, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, le neurologue, il va examiner, il va pas trouver d'autres signes qui va nous orienter vers une autre pathologie qui peut être associée, peut avoir un syndrome parkinsonien. Donc, quels sont les signes qui sont en faveur d'une maladie de Parkinson? C'est l'existence d'un tremblement de repos. Tout à l'heure, je vous ai dit, le signe précoce étant l'akinésie, c'est la lenteur. Mais si on a un tremblement de repos, c'est très caractéristique d'une maladie de Parkinson. L'asymétrie des signes, le plus souvent, ça commence au niveau d'un côté, soit au membre supérieur, au niveau de l'extrémité du membre supérieur, ou au membre inférieur, mais le plus souvent d'un seul côté. Il y a l'examen neurologique, il est normal, on ne trouve rien en dehors de ce tremblement, de cette akinésie, de cette rigidité. Et bien sûr, on va rechercher s'il n'y a pas de crise médicamenteuse, de crise de toxiques qui pourrait expliquer l'apparition de ces signes. Donc, quand on a tous ces signes, on est en faveur du maladie de Parkinson, on doit traiter les symptômes. Enfin, c'est un traitement symptomatique. Et si la gêne, elle est importante, on va le voir tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'examen complémentaire. On fait une IRM pour éliminer les autres syndromes parkinsoniens lorsqu'on a des signes suspects, lorsqu'on trouve d'autres signes en dehors de ce syndrome parkinsonien. Bien sûr, si c'est une maladie de Parkinson précoce avant 40 ans ou avant 20 ans, là, on doit rechercher une maladie qui est curable. C'est la maladie de Wilson, qui est due à une surcharge en cuivre, et on fait un bilan cuprique, donc à la recherche de cette maladie qui nécessite un traitement spécifique. Ça évite qu'il y ait les séquelles du syndrome parkinsonien. Donc, quel est le diagnostic différentiel? Lorsqu'on a un syndrome parkinsonien, donc on se pose la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a besoin des examens complémentaires?
Est-ce que c'est une maladie qui est sensible à L-Dopa? Donc, si on a ça, c'est une maladie de Parkinson. Mais si on a, le syndrome parkinsonien n'est pas sensible à L-Dopa dans le traitement, ça ne répond pas. On trouve quelques autres signes. Là, on doit penser soit un syndrome parkinsonien secondaire à quelque chose ou une autre maladie neurodégénérative qu'on appelle les Parkinson+. Je vous ai fait un petit résumé. Par exemple, pour le Parkinson+, il y a plusieurs maladies qui peuvent donner un syndrome parkinsonien, mais ces maladies sont associées à d'autres signes, comme la dégénérescence cortico-basale, l'atrophie multisystématisée, on peut avoir des troubles de l'équilibre qui sont précoces dès le début, une paralysie supranucléaire progressive, on a des troubles oculomoteurs, donc une paralysie par exemple du regard, et on a dans la démence à court de Lévy, des troubles, des hallucinations qui sont précoces et la maladie de Wilson où vous avez des troubles du comportement qui peuvent être associés à un syndrome parkinsonien et un syndrome généralement psychiatrique. Mais le plus souvent dans ces syndromes, on a toujours d'autres symptômes. Ce n'est pas comme dans la maladie de Parkinson où vous avez que le syndrome parkinsonien. Et les syndromes de parkinsonien secondaires, soit une crise médicamenteuse, le plus souvent les neuroleptiques, ça peut être d'origine vasculaire, les AVC peuvent donner, pour ce qui sont localisés au niveau de la capsule interne, près des noyaux gris centraux, ça peut donner un syndrome parkinsonien, ou les causes toxiques comme l'intoxication à l'oxyde de carbone ou la manganèse. Et l'hydrocéphalie chronique de l'adulte, quand on fait le scanner, on va trouver qu'il y a une dilatation des ventricules. Donc, ce sont des syndromes parkinsoniens qui ne sont pas des maladies de Parkinson, donc qui associent souvent d'autres signes. Comment on évalue la maladie de Parkinson? En fait, il y a une échelle de 1 à 5. On dit quand c'est modéré, les signes sont modérés au début, on place la maladie stade 1 et 2. Quand c'est vraiment un peu modéré, c'est 3. Quand c'est sévère, 4 et 5. On va voir ce qui est très important de classer la maladie de Parkinson, c'est pour les traitements plus tard. Donc, le malade, il est traité avec la maladie de Parkinson, il a besoin de plus de 5 prises par jour, il fait des mouvements anormaux, il fait des blocages, plus de 2 blocages par jour, il a plus d'une fois de dyskinésie. Là, on va dire que la maladie de Parkinson, elle est au stade avancé de la maladie. Là, donc, comment on traite cette affection? En fait, c'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas de traitement curatif. Le traitement symptomatique repose sur le traitement médical, ça veut dire les médicaments qu'on donne, et la chirurgie, c'est après un stade assez avancé de la maladie. Lorsque la maladie ne répond plus au traitement, lorsqu'il y a des effets secondaires du médicament, là, on va passer à la chirurgie. Bien sûr qu'il y a des indications, on va en parler tout à l'heure. Et sans oublier l'hygiène de vie, la kinésie, la prise en charge psychologique, et pour améliorer la qualité de vie de la maladie. Donc, le traitement de la maladie de Parkinson diffère, que ce soit au début, comme je vous ai dit, c'est les stades 1 et 2 et 3 de la maladie de Honeya, ou stade évolué 4 et 5, où vous avez des complications plus importantes. Lorsqu'on donne le traitement déjà dès le début de la maladie, ça nous permet d'améliorer. Donc, vous aurez ce qu'on appelle la lune de miel. La lune de miel, ça veut dire que le malade, il va répondre très bien. C'est pas vraiment une lune de miel, hein. C'est l'amélioration c'est pour ça qu'on dit lune de miel. Le malade, il sera très bien avec le médicament, il va marcher, il va travailler, il va faire ses activités quotidiennes. Ensuite, 3 à 5 ans après, il y a les effets secondaires. Donc, des effets secondaires des médicaments. Donc, il va avoir des blocages, il va avoir des mouvements anormaux. Donc, peuvent être contrôlés, donc on va réajuster les traitements à ce stade. Et ensuite, après 8 à 10 ans, ces complications ne seront plus contrôlées par le traitement. Donc là, c'est la phase de déclin, c'est-à-dire d'aggravation. Et après cette phase, après 18 ans, 20 ans,
la maladie de Parkinson le malade il va avoir des signes, des troubles de l'équilibre importants, il pourra présenter une démence, des troubles cognitifs, une démence qui est quand même à ce stade très avancé de la maladie. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de traitements. Même la chirurgie, elle n'est pas indiquée. Si on indique la chirurgie, c'est avant cette phase de démence, avant que les signes axiaux s'installent, parce que la chirurgie n'aura aucun effet sur ces signes. Donc, quels sont les axes thérapeutiques? Le traitement, donc j'en ai parlé maintenant, traitement médical. Le traitement médical va reposer sur plusieurs médicaments. Donc, soit sur la L-Dopa, directement, la dopamine. Là, je vous ai schématisé. C'est au niveau du cerveau. Vous avez la terminaison entre ça, c'est le deuxième nerf, et le premier. Donc, il y a une plaque, c'est la plaque... dans cette synapse, vous avez de la dopamine. Généralement, la dopamine, elle est stockée dans des vésicules et elle est libérée dans la fente synaptique et elle sera fixée par des récepteurs. Ce sont des récepteurs à la dopamine. Donc, c'est ça qui va favoriser la transmission nerveuse au niveau du cerveau. Donc, on va donner soit de la dopamine directement, cette dopamine qui va va arriver au niveau du cerveau, soit on va donner des agonistes qui vont agir directement sur ces récepteurs, soit parfois on donne des médicaments pour empêcher la dégradation de la dopamine, pour qu'elle soit en quantité suffisante au niveau de la fente synaptique. Donc c'est plusieurs médicaments qui agissent à différents niveaux. Donc, ces médicaments qu'on donne, il faut les commencer dès le début, il faut voir le bénéfice. Si le patient il est gêné, là, on va commencer le traitement. Si le patient n'est pas vraiment très gêné, là, s'il a un petit tremblement qui ne le gêne pas, on peut s'abstenir, c'est-à-dire on peut surveiller uniquement le patient et on le traite lorsque la gêne elle est bien évidente. Donc, c'est ça, ne traiter que si c'est nécessaire. Bien sûr, il y a des médicaments, je vous ai dit, il y a les agonistes et il y a la dopamine. Il faut éviter les agonistes à un certain âge parce qu'ils ont des effets secondaires et il ne faut pas changer rapidement de traitement. Donc, le premier médicament, la L-Dopa, c'est le traitement de référence dans la maladie de Parkinson. Il est utilisé souvent en première intention chez le sujet âgé au-delà de 70 ans. Cette dopathérapie, la L-Dopa, existe sous plusieurs formules. Donc, généralement, on commence par 1 ou 2 comprimés, on augmente progressivement en fonction de la réponse. C'est des médicaments, on fait le plus souvent, on donne 3 à 4 prises par jour, bien sûr en fonction des réponses. Donc, on la donne généralement au-delà de 70 ans, parce qu'avant 70 ans, c'est pour éviter les effets secondaires et c'est traction. Et dans 86% des cas, elle améliore la maladie pendant au moins 5 à 10 ans. Parfois, je vous ai dit, il y a d'autres médicaments qu'on associe pour empêcher la dégradation de la dopamine, comme le Content par exemple, au niveau de la synapse ou au niveau de la terminaison nerveuse, les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Les troisième catégorie de médicaments qu'on donne, ce sont les agonistes. C'est des médicaments qui stimulent directement les récepteurs. Ils ont moins d'effets secondaires que la L-Dopa. Donc, on les donne généralement chez le sujet jeune. Donc, ces médicaments, là, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs molécules. Ce qu'on a chez nous, le Kepnirol, la Pramipexole et le Parlodel, le reste, on l'a pas. C'est des médicaments qui agissent, qui améliorent un peu la maladie de Parkinson. On les donne généralement chez les sujets de moins de 70 ans. Ils ont bien sûr une efficacité moins durable, mais l'avantage des agonistes, s'il y a des formes à libération prolongée, surtout elles sont bonnes chez le sujet jeune. L'artane, que vous connaissez, c'est un anticholinergique. On le donne généralement
dans les formes tremblantes où le tremblement il est important. Mais il a son effet sur la kinésie et sur la rigidité n'est pas évidente. Donc, dans l'évolution de la maladie de Parkinson, je vous ai dit qu'il y a une amélioration franche au début sous L-Dopa. Ensuite, il y a la période de la lune de miel. Il y a l'aggravation de la kinésie et du tremblement avec le temps. Et ensuite, après certains temps, il y aura des blocages qui vont apparaître et les synaxiaux, les troubles psychiatriques et le déclin cognitif, c'est un stade avancé. Donc, la prise en charge du malade, elle diffère de la fin, donc soit surtout sur le plan psychologique ou même sur le plan thérapeutique, que la malade soit à la phase initiale ou encore à la phase modérée ou sévère. Donc, il y a différentes prises en charge en fonction des stades évolutifs de cette affection. Donc, un stade avancé, je vous ai dit qu'il y a la chirurgie, il y a plusieurs, il y a la chirurgie, la neurostimulation cérébrale qu'on préconise, elle est indiquée dans certains cas, pas chez tous les patients. Il y a d'autres comme la pompe à dopamine et la pompe à apomorphine. Donc, c'est pas utilisé chez nous, mais c'est des alternatives lorsque la chirurgie n'est pas indiquée. Donc, la simulation, professeur Bouaïta, il va en parler tout à l'heure. Il faut connaître dans la maladie de Parkinson, il faut améliorer la qualité de vie de patient. Il faut préconiser une kinésithérapie donc dès le début de la maladie. Il faut agir sur la motricité, également sur la parole. Il faut conserver une activité physique parce que c'est ça le plus important chez le Parkinsonien. Il faut qu'il fasse une activité, il faut qu'il marche, il soit actif. Sur le plan d'orthophonie, on aura recours surtout sur les fonctions exécutives et sur un stade avancé sur les troubles de l'attention, troubles cognitifs, etc. Donc, l'activité physique, elle est très importante. Il faut toujours la suggérer aux patients et il faut le sensibiliser pour ça parce que ça peut améliorer déjà l'humeur du patient, la motilité intestinale parce que le parkinsonien, il a toujours une constipation qui est très fréquente. Ça va améliorer l'activité physique, la force, l'équilibre et améliorer la marche a aussi a démontré qu'elle a un effet neuroprotectif dans presque toutes les maladies. La nutrition, donc, il n'y a pas de régime bien spécifique. Donc, il faut donner un régime riche en antioxydants. Et il y a un légume qui est très riche en dopamine, c'est les fèves qu'on préconise chez le patient. Et il faut, comme dans toutes les maladies, une consommation des liquides importants. Le café a montré son rôle neuroprotecteur, mais le café, une tasse par jour, pas plus. Mais le café, quand on le prend, ça aggrave le tremblement, si c'est un malade qui a un tremblement. Donc, il faut préconiser aux patients de prendre son traitement soit une demi-heure ou une heure après les prises, après les repas, parce que il y a les protéines rentrent en compétition avec le médicament. Ça empêche que le médicament soit absorbé. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner les médicaments loin des repas. Donc, le syndrome parkinsonien, c'est l'expression clinique d'un déficit en dopamine. C'est ça. C'est la dopamine qui manque chez le parkinsonien. Sur le plan clinique, vous avez la triade qui n'est pas complète chez tous les patients, qui associe un tremblement de repos, la rigidité et la kinésie. Mais parfois, il y a des patients qui ont uniquement le tremblement de repos et la kinésie, ils n'ont pas de rigidité. D'autres, ils ont une akinésie, ils n'ont pas de tremblement. Donc, la maladie de Parkinson comporte un syndrome qui est pur, qui est corrigé par le traitement dopaminergique. Si c'est un malade qui a une maladie de Parkinson qui ne répond pas au traitement, qu'il n'y a pas d'amélioration,
là, on va dire que ce n'est pas une maladie de Parkinson, c'est un syndrome parkinsonien. Donc, le traitement repose sur deux classes thérapeutiques principales, la L-Dopa et les agonistes. Donc, mais ces traitements, avec le temps, surtout la L-Dopa, il y aura les effets secondaires, il y aura les fluctuations motrices, c'est-à-dire les blocages et les mouvements anormaux. Et que le traitement, il n'agit pas vraiment sur les troubles de l'équilibre, sur les troubles cognitifs et la dysarthrie dans la maladie de Parkinson. C'est pour ça que s'il faut traiter avant l'apparition des troubles moteurs, avant l'apparition des troubles de l'équilibre et des troubles cognitifs. Donc, en conclusion, on pourra dire que les progrès thérapeutiques ces dernières années sont donnés grâce à la chirurgie. C'est pour ça qu'on va faire professeur Bouaïta, il va vous en parler tout à l'heure sur la chirurgie dans la maladie de Parkinson. Mais cette chirurgie, elle a un résultat qui n'est pas satisfaisant sur les troubles de la marche et l'équilibre. Donc, c'est ça le problème. Même la chirurgie, elle n'agit pas à un stade avancé de la maladie. Et l'intérêt surtout de l'activité physique, la kinésithérapie, de l'orthophonie, de la psychothérapie dans la prise en charge de ces affections qui sont chroniques. Il faut toujours maintenir une bonne qualité de vie, surtout c'est la marche qui est très importante dans la maladie de Parkinson. Donc déjà, pour vous dire que pourquoi on a appelé cette maladie de Parkinson, c'est en référence à James Parkinson. C'est lui qui a décrit cette affection dans les années 1817. Déjà en 1817, il avait dit dans sa thèse qui prochainement, on va découvrir un traitement qui pourra ralentir ou arrêter la progression. Donc, dans la maladie de Parkinson, le but de toutes les recherches, c'est de trouver un traitement qui bloque cette dégénérescence des cellules, cette mort neuronale, et c'est ça qui pourra guérir la maladie de Parkinson. Et je vous remercie. Donc, je sais. Donc, on va passer, je ne sais pas si le professeur Bouaïta, il est là. Sinon, on va l'appeler. Sinon, tu vas faire quoi? Là. Ah, là, il est ça. Comment ça se fait? Si? Madame Saouli. Professeur Bouaïta, tu es connecté? Bon, ah, bah, c'est bon. Ah, d'accord, mais on ne te voit pas, on t'entend pas. D'accord, elle va. Ça. Ah, Madame Saouli, il est connecté, mais ils n'ont pas donné la main. Donc, on attend que le professeur Bouaïta se connecte. Il faut appeler Madame Saouli, non? Madame Saouli, elle est là. Il n'est pas connecté. Non. Je ne sais pas si on peut te faire la tienne, non? Je pense qu'il a un blog. Il doit faire ça. Ah, il a un blog. Oui. Donc, pour le libérer peut-être. Il est présent, ouais, il n'a pas la même blog. شوفي الشات علاش كاين الميكرو كاين الميكرو on reçoit des messages avec le micro. Madame Saouli, elle va l'appeler. Vous l'appelez.
Essaie de lui envoyer un message, Malik. Oui. Participant. Mais le professeur, il a un blog, donc il a un programme. Elle n'a pas vu le. C'est directement la direction. Hicham. Ah oui, il est là. Professeur Hicham. Oui, bonjour, professeur Bouaïba. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. Est-ce que je peux commencer? Oui, normalement. Il n'a pas partagé. Vous n'avez pas partagé votre écran. C'est bon, comme ça? Non, ça va commencer. Ah oui, c'est bon. Mais ce n'est pas en plein écran. C'est pas en plein écran, professeur Bouaïba. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon, c'est partagé. Merci. Merci à vous. D'abord, remercier les participants, professeur Hicham et Madame Loubert. Merci. Cette participation, Inch'Allah, on va faire quelque chose et on va expliquer c'est quoi la chirurgie dans la maladie de Parkinson. J'ai aimé, puisque la dernière fois, Madame Gougam, elle m'a la remarque pour les images. Ça sera une présentation avec des images. Il y a des images. Donc, professeur Hicham, elle a bien développé la maladie de Parkinson, le traitement médical et tout ça. Moi, je vais parler que de la chirurgie, de la stimulation dans la maladie de Parkinson. Je vais parler beaucoup plus. Je vais insister sur le rôle de notre psychologue, oui, de l'orthophoniste avec nous pendant la chirurgie, avant et pendant et après la chirurgie. La maladie de Parkinson, vous savez c'est quoi la maladie de Parkinson? Le professeur Hicham l'a bien développé. Vous voyez ici, il y a 4 messieurs. Le premier monsieur, c'est le Parkinson. C'est celui qui a décrit et qui a développé c'est quoi la maladie de Parkinson. C'est celui-là, c'est M. Parkinson. Monsieur vers le haut, c'est Monsieur Cooper. Celui-là, il a développé, il a détecté la teinte chimique de pallidum. C'est un noyau d'amis. Celui-là, avec son cadre, qu'on appelle le cadre de l'Excel, celui-là, c'est Monsieur l'Excel. C'est celui-là qui a développé le cadre de l'Excel qu'on utilise actuellement, jusqu'à actuellement, et qu'on a de l'Excel dans notre service qu'on utilise pour la chirurgie de Parkinson. À côté, un franco-algérien qu'on appelle professeur Benabid, c'est celui-là qui a développé la stimulation de noyaux thalamiques dans la chirurgie de Parkinson. Et vous voyez ce monsieur, il décrit la maladie de Parkinson. Regardez un Parkinsonien, comment il marche. Il a la tête, le visage qui est figé, et avec une posture qui est avec une courbure en avant. Les muscles sont raides, ils tremblent, et les membres inférieurs qui sont fléchis. Et il marche un petit pas. C'est celui-là, le Parkinsonien, qu'on va le traiter et qu'on va le stimuler. C'est la stimulation de noyaux thalamiques. Cette image, elle nous montre la stimulation. Quand vous voyez l'image, il y a un électrode avec une lampe électrique qui est dans le noyau thalamique qui est relié avec un électrode et il est relié avec un stimulateur sous-cutané vers la région thoracique à droite. À quel moment on utilise le DBS et pour quel malade qu'on utilise le DBS? On utilise le DBS pour la maladie de Parkinson qui est symptomatique. On peut utiliser la stimulation, le DBS et la stimulation profonde de noyaux sous-thalamiques. On peut l'utiliser quand il y a une dystonnée. La dystonnée a été expliquée par le professeur Hicham et le tremblement essentiel. Qu'est-ce qu'elle
cette stimulation, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne une amélioration clinique des symptômes après la chirurgie. Le malade, il aura quand même plus de confort par rapport à avant l'intervention. Donc, quelles sont les indications de cette stimulation? Est-ce qu'on stimule tout le monde? Est-ce qu'on stimule à tout âge? Est-ce qu'on stimule avec ou sans symptômes? Non, on ne stimule pas tout le monde. On stimule, les indications, c'est un peu limité. On stimule celui qui a une maladie de Parkinson, il a des symptômes évolués de plus de 5 ans, qui répond bien au traitement médical, va être simple, ou bien qu'il a des signes, ou bien des interventions au traitement médical, aux effets secondaires du médicament. Et c'est lui qui a des dyskinésés, qui a d'autres âges, l'âge du malade, il est important. Nous, on préfère le jeune, un malade jeune, on aura des bons résultats, on va le stimuler pendant le maximum, c'est 25 ans, c'est-à-dire il y aura un confort 25 ans après la stimulation profonde. Et chez les vieux, c'est-à-dire à partir de l'âge de 70 ans, je pense que le bénéfice, il est moins par rapport, ou bien les avantages sont moins par rapport à celui qui a 50 ans jusqu'à ses 65 ans, ou bien moins de 70 ans. C'est ça, les indications. Là, comment on va faire? Et comment on va faire? D'abord, les indications de la chirurgie, elle est posée par une équipe multidisciplinaire, et beaucoup plus par le neurologue. Pourquoi? Parce que c'est le neurologue qui examine le malade, qui pose le diagnostic du malade, et c'est lui qui fait tous les tests en présence du psychologue. Là, le rôle du psychologue est très important avant l'intervention. Tout il se fait entre psychologue et le neurologue, lui qui pose le diagnostic, il le met sous traitement. Quand il voit le traitement, ça ne marche pas avec le traitement médical, ou bien il y a des indications pour le juger. Celui-là, ce malade, il sera présenté par un neurochirurgien et à partir de là, on décidera d'opérer le malade. Donc, la chirurgie, nous, on opère le malade. Pour la première étape, c'est consiste à faire le planning. Le planning, et on le fait 24 heures avant l'intervention ou bien avant l'intervention, 1 heure, 2 heures avant l'intervention. D'abord, la première étape, c'est d'hospitaliser le malade. Après un diagnostic bien allé, après l'indication qui a été posée par le neurologue et le neurochirurgien, ce malade sera hospitalisé chez nous. Il sera planifié, il sera testé, évalué par notre psychologue, c'est le trouble neurocognitif. Et après, on décidera le lendemain, le malade, il passera, la première des choses, il passera par le scanner. Pourquoi il passera par le scanner? On va lui d'abord placer, comme vous voyez cette image, on va lui, la deuxième qui est au milieu, on lui place un cadre de stéréotaxie. La deuxième étape, vous le voyez, troisième, le malade, il est au scanner, c'est-à-dire on va faire un scanner cérébral et le malade doit porter notre casque qu'on a dit le casque de stéréotaxie de l'Excel. Et vous avez vu tout à l'heure, l'Excel, c'est lui qui a inventé ce casque. À partir de là, avec le cadre de stéréotaxie, pourquoi? Parce qu'à partir de là, on va déterminer, pour planifier la zone à stimuler, on va déterminer les axes X et le Y et le Z pour plus de précision et pour être sans faute, c'est le noyau sous-thalamique. Là, vous voyez le malade avec un casque de l'Excel et vous voyez, c'est l'image radiologique. Ça, c'est une IRM qui montre le noyau, du thalamus. Vous voyez les ventricules, le thalamus. Le numéro 2, c'est le noyau sous-thalamique. Et nous, on cherche à stimuler ce noyau. Le noyau qui est numéro 2, c'est celui-là qu'on le cherche et qu'on fait tout pour l'avoir et pour déterminer la trajectoire de notre électrode.
Ça, c'est pendant, vous voyez, ça, c'est notre bloc opératoire. Vous voyez qu'il est magnifique, notre bloc, il est bien fait. Vous voyez notre réanimatrice. On est à droite, l'image qui est à droite, c'est notre réanimatrice. Elle a commencé la chirurgie qu'on appelle la chirurgie EVI. C'est quoi la chirurgie EVI? C'est un malade, quand vous voyez le malade qui s'allait sur la table opératoire, c'est un malade qui est conscient. Ça, c'est deux cas qu'on les a fait déjà à Cherchell. Vous voyez que les deux cas, les malades sont conscients. Un malade euh, يومك خير بطاطس ساعتين برك بصح في الاخر يعطي
Vous m'entendez comme ça? Professeur Hicham. Professeur Hicham. Professeur, on vous entend. On attend toujours le partage d'écran. Très Temps, bien. Donc, le son est bien, oui. Maintenant, c'est bon. Je termine. C'est bon, je continue. Oui, très bien. continue. Vous voyez comme ça. Oui, très bien. Donc là c'est après l'installation du malade. Très bien. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est les endroits. Là, vous voyez l'incision. On a dit tout à l'heure que la stimulation elle est bilatérale. On va placer deux électrodes, l'un à droite et l'autre à gauche. Et vous voyez l'incision cutanée qui est là à droite et à gauche. Et notre passage, on fait un passage en sous-cutané en arrivant vers la région thoracique et on place notre stimulateur. Là, c'est le moment, vous voyez qu'on est en train, là, l'image au centre, on est en train de placer avec, grâce à notre cadre de stéréotaxie, on va placer notre électrode. On a placé le premier qui est à droite ici, on est en train de placer le deuxième qui est à gauche, et l'électrode, comment il passe, c'est comme ça, on place notre électrode. Ça, c'est à la fin, après le placement de l'électrode. Et regardez comment on détermine le trajet vers le noyau sous-thalamique. Là, cette étape, elle est importante, toujours en présence de notre psychologue et notre technicien qui est avec nous. Vous voyez ici, la stimulation, elle est faite. Et quand on stimule, on est à 1 milliampère. On est en train de stimuler et le médecin, le neurologue, et la psychologue et le neurochirurgien vont regarder la réaction due à la période en fonction de la stimulation. Quand on stimule, on aura moins de tremblements et on aura moins de symptômes. Et quand on arrête la stimulation, le malade, il revient à son état initial qui est beaucoup plus de tremblements. Là, je pense que c'est une vidéo. C'est un malade qu'on a fait. Attendez, je diminue le son. Regardez là, on est en train de vider. Elle dit, je suis très bien. C'est-à-dire, c'est une malade qui est en chirurgie, elle est consciente. On stimule et on demande au malade comment elle va. Et on va voir d'abord les tremblements. Vous voyez le tremblement, qu'on aura moins de tremblements. Je reviens à la vidéo encore. La malade, notre psychologue, elle est là, et notre neurologue. La malade, elle dit que je suis bien. Et on la stimule. Regardez, elle tremble. Et quand on la stimule, le tremblement s'arrête. Ça, c'est la première vidéo. Deuxième. Ça, c'est une malade. Regardez la malade, elle est consciente. Elle coopère avec les chirurgiens et avec les psychologues, avec les neurologues. Vous voyez quand elle tremble, nous on stimule. Quand on stimule, elle s'arrête de trembler. Regardez encore. Elle tremble. Regardez, quand on stimule, elle s'arrête. Regardez, elle tremble. Et quand on stimule, regardez, elle tremble moins. Deuxième, toujours, je pense que c'est la même malade. Regardez. Toujours. Regardez, elle dit que je suis bien. L'habitude, elle ne fait pas ça. Elle ne peut pas le faire. Regardez, quand on stimule, elle est bien. Et quand on arrête la stimulation, elle n'est pas bien. Regardez qu'elle est bien. Et, on doit avoir avec nous notre psychologue qui l'a préparé avant l'intervention.
et pendant l'intervention, il y a un rôle même après l'intervention. C'est-à-dire, pendant l'intervention, qu'est-ce qu'on fait? On place les électrodes et après, qu'est-ce qu'on fait? On stimule. Vous voyez ça? Là, c'est la stimulation électrique. On stimule, on est à 1 milliampère et on regarde la réaction du malade. Le malade, quand on le laisse, il tremble et quand on le stimule, ça c'est notre neurologue qui est avec lui, quand on le stimule, on aura moins de tremblements. Ça, c'est les scanners post-opératoires. Le scanner post-opératoire, vous voyez le préopératoire, il n'y a rien. Le péropératoire, il n'y a rien. Le péropératoire est déplacé avec le cadre de stéréotaxie que vous voyez ici. Le post-opératoire, vous voyez deux électrodes, à droite et à gauche. Ça, c'est les électrodes de la stimulation et qu'on la met pendant l'intervention. Donc, il y a un neurostimulateur. Vous voyez ici, c'est des neurostimulateurs. Ce neurostimulateur, c'est des pacemakers. On les met, en général, c'est à droite. Et parfois, c'est à gauche. Ça dépend du chirurgien. Normalement, c'est là qu'on le met et on se quitte. Et après, ce stimulateur, elle sera réglée par notre neurologue jusqu'à avoir des meilleurs résultats en post-opératoire. Et qu'est-ce qu'on aura en post-opératoire? On aura moins des symptômes par rapport à l'intervention, on aura moins de tremblements, on aura moins de dyskinésie, on aura moins de mouvements anormaux, on aura beaucoup de choses moins par rapport à avant l'intervention. C'est-à-dire qu'il y a plus de confort, il y a plus d'avantages par rapport avant l'intervention. Là, c'est l'évolution. Après l'intervention, regardez, notre neurologue, elle est là, elle est en train de tester le malade. Elle est en train de tester le malade. Après l'intervention, ce malade là a été stimulé et vous voyez, il y a plus d'avantages. Regardez comment il fait. Regardez le mouvement. Je vous laisse avec la vidéo. Regardez comment il est le malade après l'intervention. Il est moins rigide. Elle cherche la rigidité, il est moins rigide. Regardez, par rapport à avant l'intervention, il exécute. Regardez comment il exécute. Regardez les mouvements. Les mouvements fins, regardez. C'est-à-dire, il y a des bons résultats après la chirurgie. Et tout ça, c'est grâce à la stimulation. Elle sera stimulée 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à avoir des bons résultats. Regardez. C'est le même malade. Donc, il est moins rigide par rapport à l'intervention. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai fait vite. J'ai essayé de faire vite puisque ma connexion elle est instable. Je ne sais pas si vous. J'espère que j'étais clair. Je ne sais pas si on va recevoir maintenant les questions ou après. C'est à vous, professeur Hicham. Vous m'entendez, professeur Hicham? Professeur Hicham, docteur Gougam. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, professeur Bouaïta. Je viens d'avoir le sang. Ah, très bien. J'ai essayé un petit peu pendant la présentation. J'ai essayé de faire des résultats, des images. J'ai évité de faire d'écrire. Non, c'était très bien fait. Au moins, comme ça, ils vont comprendre. Avec Saha, merci beaucoup. Je pense que vaut mieux les images, surtout pour la chirurgie. Les gens, pour le bloc et tout, vous avez très bien fait de faire de montrer le bloc et les malades. C'est comme ça, ils retiennent mieux. Oui, j'espère qu'on aura des questions pour ça. Oui, pour l'instant, on attend que Madame Loben, parce qu'elle a un petit souci avec sa présentation, elle n'arrive pas à la partager. Et je pense que sa présentation, elle est importante parce qu'elle va parler du rôle du neuropsychologue.
C'est ça le but de la journée. Oui, effectivement, c'est le plus important. Oui. Nous, Là, on a fait on a fait que que l'introduction. Oui, là, on a essayé de leur expliquer, c'est-à-dire une petite introduction sur la maladie et sur les traitements, la chirurgie. Vous avez très bien fait. Je comprends. Mais maintenant, on va se placer sur, on va être sur le vif du sujet. On peut pas faire directement. La présentation flash تسلا لا كولي هذيك Désolée, il y a un petit souci avec sa présentation. c'est sur les questions pour libérer professeur Bouaïda. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, on pourra répondre avant que Madame Louben. Où je fais les questions? Voilà, ils sont là. Donc, on va voir un petit peu les questions. Sinon, on dirait en En fait, quand il n'y a pas de questions, c'est surtout sur le sang. On a une petite. Lila, il y a un problème عندكم في le partage ولا واش كاين؟ Lila, vous m'entendez? Il y a un problème. شوف مع la présentation تاعهم. Ah, c'est déjà cool. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Pourquoi il fait ça? Je pense, tu peux pas le faire directement. Voilà, on peut pas faire un directement. Mon PC directement, parce que je pense qu'il jazz. Lila, تقدر دير directement à partir de son PC. Voilà, Oui, il faut faire directement parce que Diri le partage le PC ديالها et on va leur donner la parole. C'est ça le problème. Windows تاعي 21 تاعكم ديسك قديم بزاف. C'est la mise à jour. La mise à jour. La dernière fois, ça avait été. واش نديرو؟ ندير نفتح زوم هنا. زوم خلي زوم. ما عنديش. ما عندكش انا زوم. تيليشارجي. هي مصباح لي قاعدة. كنت شفت تيليشارجي. La dernière fois, c'était normal. C'est bizarre, ça. Désolée, on attend la communication de Madame Louban. شنو كابل ندير عندكم ويفي سلام نديرها بي دي اف نديرها شي بي دي اف عطيني الكابل فلاش تقدريش هكاك انا لازم ندير ما تقدريش انا اللي نقدر بالنشاط هيديها بي دي اف لا ما نحبش بي دي اف
Donc, T'as fait toutes les diapos, c'est bon. hein? Toutes les diapos, bah, les vidéos, on démarre directement. T'as des vidéos aussi. Ils sont, ça s'ouvre. Donc, t'es là, la PDF. ما عندهاش واحد يجيب لها الفون. نعم درتها بي دي اف. شو بي دي اف؟ نعم باش نشارك بها. عندك عندي شو كان انا ما نقدرش ندخل ديريكتومون زوم سي خلاص ديري ديريكتومون لا
Ah, il y a ça. Super. C'est l'audio Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon. Alors, désolée, il y a eu une coupure d'Internet, d'électricité. Alors, c'est Madame Louben Hader, je suis psychologue clinicienne à ETDF. Je suis très heureuse, très contente de partager mon expérience, mon petite expérience avec vous. J'essaie de vous rapporter le maximum d'informations sur le rôle de neuropsychologue dans la prise en charge des patients parkinsoniens. Donc, professeur Hicham, professeur Bouaïta, ils ont très, très bien expliqué la pathologie, les symptômes, la stimulation, les traitements. Ils ont parlé de la variété, la richesse du tableau clinique. Donc, chez le patient parkinsonien, on trouve les troubles moteurs et comme on trouve des troubles non moteurs. Donc, comme la dépression, l'anxiété, l'apathie, les troubles cognitifs, les troubles du langage, les troubles de l'écriture. Et c'est là commence, et là, Yanni, le rôle du neuropsychologue s'impose. Pour parler de l'intervention du neuropsychologue, on va commencer d'abord par l'annonce de diagnostic. Je ne sais pas s'ils entendent ou pas. J'ai pas de... Ça se bloque. Je ne sais pas. Non, ça défile pas. Oui, continuez, continuez. On vous entend. Ça défile pas. Il y a toujours un problème de... Ça peut pas défiler. Non. Ça défile pas. Non, ça défile pas. Ah, non. Ça défile pas. Ah oui. Ça défile. On voit maintenant l'annonce du diagnostic. Très bien. Donc, la première consultation, le premier rôle du psychologue commence dès l'annonce de diagnostic. Donc, la consultation de soutien à l'annonce de diagnostic s'impose vraiment, elle a toute son importance. Donc, l'annonce de diagnostic, c'est le temps d'écoute, de soutien et d'information pendant lequel le patient il peut s'exprimer. Donc, il s'exprime par rapport à sa pathologie, son vécu, comment il a pris l'annonce, est-ce qu'il connaît la maladie ou pas. Il va poser des questions. Surtout que le professeur Hicham nous a expliqué qu'on peut avoir beaucoup de symptômes. C'est-à-dire, généralement, nous, les Algériens ou les patients, la maladie de Parkinson, c'est le tremblement. Mais la majorité des patients, ils connaissent pas que on peut avoir un Parkinson avec une rigidité ou la autre symptôme. Donc, dans la consultation de l'annonce de diagnostic, ils vont forcément poser la question, peut-être c'est pas le bon diagnostic, moi je tremble pas, donc est-ce que je dois consulter un autre médecin? Tout ça, c'est de l'anxiété, c'est de la peur, c'est un moment, finalement, c'est un moment de doute. Donc, il est très, très mal vécu, surtout si on a l'habitude de voir des patients avec une brutalité de l'annonce. Donc, l'annonce de diagnostic ne se fait pas dans des conditions meilleures où il prend bien son annonce. Donc, dans la première consultation où le psychologue intervient, il doit rassurer le patient, l'informer le maximum, l'écouter. Et cette annonce ne concerne pas seulement le patient, elle concerne même ses proches. Des fois, le patient il demande à son médecin traitant ou son psychologue d'intervenir auprès de ses proches pour leur expliquer la maladie. Donc, l'annonce de diagnostic, elle est très, très importante. Donc, la présence du psychologue, elle est indispensable dans l'annonce de diagnostic. Un autre élément dans l'annonce de diagnostic que le psychologue prend en charge, c'est le profil. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la démarche de la prise en charge future de ce patient? Donc, chaque patient, il a son profil et il est spécifique. Donc, ça se ressemble jamais de Parkinson ne se ressemble jamais.
Donc, on doit prendre en charge chaque patient selon sa personnalité, son profil, son vécu. Donc, tout ça, on le prend en considération pour voir, pour nous permettre de connaître quand même la démarche qu'on va la faire par la suite pour sa prise en charge, que ce soit médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc, ça, c'est le premier rôle. Euh, Par la suite, le psychologue, il doit s'intervenir dans les consultations de suivi. Donc, quelles sont les consultations de suivi? C'est des consultations, c'est un temps de parole pour le patient afin de faire le point sur son vécu par rapport à sa maladie ou bien autre événement. Parce que, elle nous a expliqué, professeur Hicham, les premiers temps, les premières années de la maladie, le patient se comporte très bien. Donc, il n'a pas les fluctuations, il ressent pas vraiment le retentissement de la maladie. On peut ne pas le voir pendant ce temps. Il peut se présenter tant de mois après l'annonce, même tant d'années après l'annonce. Dit qu'il commence à avoir des fluctuations, les complications de la maladie. Donc là, c'est des consultations qu'on peut les mettre en cours à partir de l'annonce, comme on peut les faire tant d'années après l'annonce de diagnostic. Ça peut permettre de trouver des solutions pour une meilleure gestion de vie, de quotidien, l'aspect professionnel, familial. Ces consultations peuvent être organisées à tout moment, donc à partir de l'annonce, même à distance, ou aussi on peut les faire en groupe. C'est-à-dire, on peut faire une consultation individualisée pour chaque patient, comme on peut faire des consultations de groupe de parole et ça marche très, très bien. Donc, le psychologue, il doit vraiment faire des consultations de suivi après la consultation d'annonce de diagnostic. Un autre rôle qui s'impose, c'est l'éducation thérapeutique. Donc, l'éducation thérapeutique a prouvé son efficacité dans la prise en charge de toutes les maladies chroniques. Mais aussi, elle a son rôle dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. Alors, c'est une démarche très structurée. On ne peut pas faire une éducation thérapeutique comme ça. On donne un rendez-vous, il se présente, ça se fait jamais de cette manière. Donc, c'est une démarche très structurée, organisée en 3 étapes. La première étape, c'est l'évaluation des besoins. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la prise en charge des patients parkinsoniens, elle est très spécifique. Donc, chaque patient, il a ses besoins. Professeur Hichem a mis le point sur, par exemple, le traitement. Il y a des patients qui vont dire que moi, je ne suis pas gêné par le symptôme, donc je préfère de ne pas prendre le médicament. On prend en considération son avis, on respecte, et bien sûr, on va adhérer. Ça, c'est ses besoins. Donc, selon ses besoins, il y a un autre patient qui va dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer ma vie professionnelle. Je travaille, j'aimerais bien gérer mes symptômes en sorte que je continue ma vie professionnelle sans aucun problème. Il y a un autre patient qui va nous dire, moi, je vais faire un poste aménagé, je dépose ma retraite. Ça dépend de la situation de patient. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vivre chez moi avec une meilleure qualité. Donc, les besoins, ils sont différents. C'est pour ça elle est spécifique pour chaque patient, elle est structurée. La deuxième étape de l'éducation thérapeutique, c'est les objectifs à atteindre. Donc, aussi, comme elle nous a expliqué, professeur Richel, que le traitement, c'est un traitement symptomatique. Donc, quand il se présente le patient avec un tremblement et on va commencer la thérapie ou l'alliance thérapeutique, c'est vrai que le patient, il va s'attendre à guérir. Donc, on va établir un objectif. On va essayer de faire comprendre que c'est un traitement symptomatique. On va gérer le tremblement, mais ça va pas rentrer dans l'ordre. On essaie de réduire les moments de tremblement. Donc, c'est ça les objectifs à atteindre. Sinon, le patient, il sera déçu par la suite. Il va complètement quitter la thérapie ou la prise en charge. Il va même arrêter son traitement. Donc, il faut faire très attention de faire toujours un objectif à atteindre. La troisième étape de l'éducation thérapeutique, c'est l'acquisition des compétences. C'est indispensable de faire une acquisition des compétences avec tout ce qui concerne sa maladie, son vécu et son quotidien. Parce que actuellement, tous les maladies chroniques, on ne parle pas de traitement, mais on parle de qualité de vie. Le traitement uniquement, il n'est pas, on ne va pas apprécier l'amélioration ou bien le bénéfice si on ne prend pas en charge sa qualité de vie.
Donc, il faut faire une acquisition complète de compétences. L'acquisition des compétences, elle a deux pôles, je dirais, elle a deux piliers. Le savoir, c'est-à-dire tout ce qui est théorique, qu'est-ce que c'est la maladie de Parkinson, quels sont les symptômes, quels sont les signes qu'on peut les avoir par la suite, quelles sont les complications, comment on prend les traitements, tout ça, mais aussi le savoir-faire. Comment exécuter la théorie en pratique? Comment on doit gérer? Par exemple, elle nous a parlé aussi, professeur Hichem, par rapport à la kiné. Dans l'éducation thérapeutique, on parle de la rééducation. La rééducation, ça reste aussi spécifique pour ces patients. Elle nous a parlé de big and fast. C'est-à-dire, on ne peut pas demander aux patients de faire des exercices standards, comme ils font celui qui fait du sport, celui qui a une autre pathologie. Pour les patients parkinsoniens, tout ce qui est big and fast, ça veut dire, si on lui demande de faire la marche, c'est faire la marche avec des grands pas. Si on lui demande de parler à haute voix, de rééduquer sa parole, on lui demande de parler à haute voix. Donc, tout ce qui est grand et intense, big and fast. C'est ça les compétences qu'on doit vraiment insister et parler dans l'éducation thérapeutique. Donc, l'éducation thérapeutique, on peut discuter sur divers sujets, par exemple la gestion de stress, le sommeil, les traitements médicamenteux, l'activité physique, la voix, la parole, la communication, et ça sera efficace si elle se fait avec l'équipe pluridisciplinaire, le neurologue, le neurochirurgien, la psychologue, l'orthophoniste, le kiné, même l'assistance sociale, parce que ça demande vraiment une paperasse de prendre en charge les médicaments, etc. Donc, c'est des séances que le patient, il doit avoir des réponses à toutes ces questions. L'éducation thérapeutique se fait en mode individuel, mais aussi elle est très réussite en mode collectif, ça veut dire en groupe. Voilà, ça là, l'intervention du psychologue, elle est importante. Il y a aussi la préparation à la chirurgie. Si l'équipe pluridisciplinaire décide que le patient, il est candidat à la simulation euh, cérébrale, donc le psychologue doit préparer son patient. Comment le préparer? On a trois étapes à passer, des étapes importante. On peut pas préparer le patient sans passer par ces étapes-là. Donc, la première étape, c'est déterminer si le patient répond aux critères d'inclusion de la chirurgie. Je ne vais pas reprendre parce que le professeur Bouaïta, il a vraiment bien expliqué la simulation, il nous a parlé des critères, mais sur le plan psychologique et cognitif, on parle de l'absence de phase de déclin spécifique. Genre, le patient, il n'a pas de troubles cognitifs sévères. L'atteinte des exécutifs non importante, malgré il peut avoir quelques troubles de l'attention, de la concentration, de la planification, mais qui reste quand même non importante. Un profil en mémoire épisodique non anamnésique, c'est-à-dire le patient il ne présente pas une atteinte de sa mémoire, surtout épisodique, et une absence d'une démence avérée. Donc le patient il ne présente pas une démence. Ça, c'est les critères d'inclusion sur le plan cognitif et psychologique. Le deuxième point à préparer avant la chirurgie, c'est déterminer les capacités de coopération du patient en père et en post-opératoire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les patients parkinsoniens souvent présentent de la dépression, de l'apathie, d'un manque de motivation. Il faut faire des tests dans la préparation à la chirurgie. Si on trouve que le patient il est dépressif, il manque de motivation, il est apathique, donc c'est pas un bon patient à faire la simulation. Ou bien, s'il y a un moyen de traiter tout ça, il faut vraiment gérer. Donc, il faut déjà détecter ces défaillances, il faut les traiter. Si ça se traite, tant mieux, il sera candidat par la suite. Si ça se traite pas, donc il sera pas un candidat de la simulation cérébrale. Le troisième point, c'est vérifier les capacités physiques motivationnelles du patient. Ça veut dire tout ce qui est fatigue. Il y a des patients, déjà la maladie de Parkinson donne une fatigue importante. Si le patient, physiquement, il peut pas, il n'est pas motivé à faire cette chirurgie, donc on doit on doit le soulever ce point dans la préparation à la chirurgie.
On arrive au bilan neuropsychologique. C'est le bilan qui prend tout son intérêt dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. Pourquoi il a tout son intérêt? Premièrement, donc, c'est la contribution de diagnostic face aux différents syndromes parkinsoniens. Donc, généralement, quand on fait une évaluation neuropsychologique chez un patient parkinsonien, les troubles, le fonctionnement cognitif, il est globalement préservé. Ça fait partie de diagnostic de la maladie de Parkinson idiopathique. Si on trouve des troubles cognitifs sévères, ou bien des troubles comportementaux, ou bien des troubles cognitif et comportemental, il faut poser la question s'il n'y a pas un autre diagnostic à poser. C'est-à-dire, tout à l'heure, professeur Hicham, elle nous a parlé des PARC+, genre tout ce qui est DCB, PSP, tout ce qui est démence cortico-basale, atrophie multisystématisée, démence à cœur de Lewy, tout ça, il faut poser la question si on trouve un fonctionnement cognitif altéré. Donc, on n'est plus dans la maladie de Parkinson. Donc, l'intérêt du bilan, déjà, dans le diagnostic de la maladie de Parkinson, il montre aussi son intérêt dans le suivi et l'orientation du patient quand leur autonomie décline, parce qu'au cours de l'évolution de cette maladie, on peut avoir vraiment une altération de l'autonomie. C'est la progression ou là, c'est l'évolution de la maladie. Donc, en faisant le bilan neuropsychologique, on peut détecter que le patient, il souffre d'une apathie, il souffre d'une dépression. Ces pathologies-là ou ces symptômes-là peuvent altérer la prise en charge. Donc, le patient, il peut arrêter son traitement, il peut ne pas le prendre, il peut le prendre de façon anarchique. Tout ça, le bilan neuropsychologique va aider et le neurologue et les autres intervenants dans son soin à, à voir pourquoi il y a... Parce que des fois, le patient, il va se dégrader quand il se présente à la consultation. Le neurologue, pour lui, il est traité, il a son traitement qui convient. Mais s'il ne le prend pas, on ne va pas voir cette amélioration. Donc, il faut vraiment détecter si le patient il n'a pas ce problème au cours de son suivi. Le troisième point à chercher, c'est le bilan chirurgical, étant donné que l'implication des noyaux sous-thalamiques des fonctions cognitives. Tout à l'heure, elle nous a montré, professeur Hicham, le, le circuit cognitif dans le cerveau. Professeur Bourita, il nous a expliqué la simulation que ça va se faire, ça va impliquer des noyaux spécifiques. Ces noyaux, ils sont vraiment impliqués dans le fonctionnement cognitif. Surtout que on a les troubles cognitifs, c'est-à-dire la sémiologie. Pourquoi on a les troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson? C'est par l'atteinte des voies sous-corticales ou la sous-cortico-frontale. Donc, il faut vraiment faire un bilan élargi pour apprécier le fonctionnement cognitif. Donc ça, c'est l'intérêt du bilan neuropsychologique. Alors, quels sont les troubles les plus fréquents retrouvés chez les patients parkinsoniens? On a ce qu'on appelle le profil Fevavin. Donc, le profil, il est constitué de l'atteinte des fonctions cognitives, du traitement visio-spatial, de l'attention et de la concentration, de la vitesse ou le ralentissement de la vitesse d'information et tout ce qui est mémoire, mais ce n'est pas la mémoire épisodique parce que même dans l'évaluation des fonctions cognitives, on a des signes positifs, on a des signes négatifs. Ça veut dire, quand on fait l'évaluation, on va chercher là où il y a la défaillance, mais on va chercher aussi la préservation de certaines fonctions. Par exemple, tout à l'heure, on avait dit la préservation du système amnésique dans l'aspect épisodique. Donc, la mémoire épisodique, elle doit être indemne pour dire que voilà, c'est en faveur du profil de la maladie de Parkinson. Les fonctions instrumentales, c'est-à-dire tout ce qui concerne les agnosies, les praxies, le langage, le calcul, ils sont plus ou moins préservés. Il faut aussi chercher sur le plan comportemental et les troubles thymiques, ça veut dire la dépression, l'apathie, l'anxiété, et tout ça, on a des échelles à passer pour apprécier objectivement l'atteinte de ces troubles. Comment évaluer?
Pour évaluer, il faut aussi des tests qui sont validés et qui sont spécifiques, qui ont montré théoriquement la sensibilité pour trouver le trouble dans la maladie de Parkinson. Donc, pour faire une évaluation, parce que avant de faire une évaluation, il faut respecter le temps, il faut chercher le temps adéquat. C'est-à-dire, on peut pas faire une évaluation, pardon, chez un patient qui est en mode off. C'est en mode de fluctuation. Il faut choisir que le patient, il est en on, c'est-à-dire, il n'a pas les blocages, il n'a pas les tremblements, il n'a pas tout ça. Donc, on choisit des tests qui sont adaptés à sa maladie. Il y a un deuxième point qui est important. Il faut faire 2 modes d'évaluation. Le premier mode, c'est l'évaluation globale pour apprécier à peu près des généralités du fonctionnement cognitif. Après, selon les résultats de l'évaluation globale, on va faire une évaluation élargie. Donc, je vous conseille de faire passer aux patients parkinsoniens le mini mental Parkinson. C'est un test qui est très simple. Il prend 15 minutes à peu près en moyenne de passation. Il se compose de 8 items: l'orientation, l'enregistrement visuel, l'attention et calcul, l'affluence, le rappel visuel, le shifting et les similitudes. Donc, il est scoré sur 32. On a une moyenne, c'est-à-dire de 29 à 32, le patient il ne présente aucun trouble cognitif. De 24 à 28, on trouve des troubles cognitifs modérés. Et moins de 24, c'est des troubles cognitifs sévères. Il faut respecter le niveau intellectuel du patient, parce qu'il y a l'effet plancher, il y a l'effet plafond des tests. Il faut respecter aussi la période, la fatigabilité du patient. Et il faut dire que c'est un test de dépistage, pas un test de diagnostic. C'est-à-dire, on peut pas dire il a un trouble de l'orientation à partir de ce test. Ça, c'est un test de repérage. On va repérer quel est le fonctionnement ou quelle est la fonction qu'on doit faire des tests plus élargis, plus pointus pour apprécier et pour poser le diagnostic. Voilà, ce patient, il présente un trouble des fonctionnements cognitifs. Ça, c'est un test de repérage. On passe au deuxième test, c'est test Montréal Cognitive Assessment, c'est le MoCA. C'est un test il est assez bien, il est assez sensible. Le mode de passation, il est simple. Euh, il y a des sous-tests qui sont le visio-constructif, le spatial, la dénomination, la mémoire, bien sûr, en apprentissage, l'attention, le langage. On a l'abstraction, le rappel et l'orientation. On peut faire passer ce test en 10 à 15 minutes. Bien sûr, chez les patients qui présentent quand même un niveau, il est traduit, hein, on peut le trouver en arabe. Donc, chez les patients qui ne parlent pas, qui maîtrisent pas la langue française. Voilà. Je vous ai fait un résumé. Il est pratique. Donc, c'est un tableau. J'ai mis l'effet science globale. On peut utiliser les échelles de démence MMSE, le mini mental Parkinson ou l'ALMOCA. Pour les capacités visio-spatiales, on a les 15 objets de pile en batterie, la Wisconsin, on a la figure de Rey, la forme A et B. Pour mémoire, pour évaluer la fonction de la mémoire, on a le rappel libre et le rappel indicé de Grover and Bush, l'impont auditif verbaux de l'AOS 3 ou 4. On a la figure de Rey aussi parce que elle teste aussi la mémoire visuelle. Donc, on a le rappel immédiat différé et la reconnaissance. C'est un très, très bon test, la figure de Rey. On a pour tout ce qui est système attentionnel, la batterie d'évaluation de l'attention, la TEA. Pour les fonctions exécutives, il y a une richesse de batterie. Donc, la batterie frontale, la brève, la tour de Londres, le test de Stroop, le go-no-go, la Wisconsin, l'affluence verbale, les séquences graphiques de lauréat. On a la double tâche de Badley. Donc, plein de tests pour évaluer les fonctions cognitives. Pour la vitesse de traitement de l'information, généralement, on utilise soit le TMT, donc Tree Making Test, soit le test de code de la WISE, soit le SDMT. On a aussi le Stroop qui n'est pas mal. Pourquoi ma fiche saute?
vous entendez ou pas? Je suis en train de lire et il n'y a pas de son. Non, ça me prend. Ah bon? Il y a certains sons qui Ah. Donc ça, c'est un petit peu, c'est un résumé. C'est des tests qui sont, je vous ai choisi ça parce que c'est des tests qui sont disponibles, même sur Internet, vous pouvez les télécharger. C'est des échelles qu'on peut les utiliser, qui sont pratiques, très sensibles et on peut apprécier toutes les évaluations et la déficience du fonctionnement cognitif. Alors, pour la dépression, je vous conseille d'utiliser la BDI, l'inventaire de Beck. C'est un test qui est très global, c'est un test de diagnostic. Donc, ça, c'est pas un test de dépistage. Il peut même faire une auto-évaluation, le patient. Donc, il a une bonne compréhension à un certain niveau, donc il peut même le passer tout seul. Et j'ai préféré que ça soit plus pratique, la présentation. Je vous présente, bien sûr, avec l'autorisation de ma patiente, je vous présente quelques tests, donc quelques passations de tests, et vous allez apprécier le trouble avec elle. Là, je vais vous montrer, il n'y a pas le son. Je ne sais pas, vous entendez? Je ne sais pas. صوت واضح, oui, très bien, très bien. Très bien. Donc là, je vais vous montrer un test. Bon, on va évaluer les fonctions exécutives parce que je vous ai expliqué que qu'on doit chercher chez les patients parkinsoniens au premier plan les fonctions exécutives, donc l'altération des fonctions exécutives. Là, c'est un test pour la flexibilité mentale, l'attention et la vitesse de traitement de l'information. J'ai choisi. Là, je suis en train de faire l'évaluation globale avec le tree making test. On va voir ma patiente, elle est en train de passer le test. Ah, non. Le premier chiffre m'attend à la première lettre. On va dans le deuxième chiffre. Deuxième chiffre, très bien. On bat. Ah, excusez-moi, pardon. Je vais vous donner les tests par la suite. Hein. Le premier chiffre m'attend à la première lettre. On va dans le deuxième chiffre. Deuxième chiffre, très bien. On bat. Troisième chiffre. Vas-y. كملي ديريها خلاص كيما فهمتيها. كيما فهمتي لا كونسين ديريها. نعاودو. Là, je vais vous expliquer. Alors là, j'ai donné une consigne à ma patiente. J'ai répété, il faut t'attendre à la consigne. Hein. Il faut voir le niveau intellectuel. C'est des points qui sont importants. On ne peut pas mettre le patient en situation d'échec. Il faut le niveau de scolarité. Ma patiente, elle a un niveau plus de 9 ans de scolarité. Elle est francophone. Elle maîtrise. Donc, je prends en considération tout ça. J'ai donné la consigne à ma patiente en plusieurs fois, en plusieurs reprises.
J'étais presque sûre qu'elle m'a compris. Mais vous voyez là, le temps d'exécution, c'est ça la vitesse de traitement de l'information. Donc, on parle, en cas de défaillance de cette capacité, on parle de ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Donc, j'ai donné la consigne en plusieurs reprises, en plusieurs fois. Elle n'a pas pu exécuter. C'est pas par rapport, c'est pas, genre, ça veut dire, elle connaît qu'est-ce qu'elle doit faire, mais le ralentissement qui l'a empêché d'exécuter la tâche. Là aussi, il y a l'intervention de la flexibilité mentale. Il y a un défaut de flexibilité mentale de passer à un chiffre à une lettre. On va voir une évaluation d'une deuxième fonction. Là, c'est la mémoire. J'ai utilisé les 5 mots. Là, c'est la phase d'apprentissage. D'accord? Vous allez voir. Problème de son. visage, velours, église, marguerite, rouge. عندك les 5 mots. Les 5 mots نعاوديهم لي وحدك هاي. Très bien. Très très bien. Bravo. Là, vous avez vu, il n'y a pas un problème d'apprentissage. Lors de tout ce qui est fonction exécutive, la vitesse de traitement de l'information, la flexibilité, ma patiente avait trouvé des difficultés. Là, au moment d'apprentissage, elle a fait son apprentissage des 5 mots dès le premier essai. Donc là, il faut bien retenir le profil. Comme ça, on va faire vers la fin son profil. La deuxième fonction, alors j'ai oublié de vous dire que il faut faire, pour faire l'évaluation de la mémoire, il faut faire entre l'apprentissage et le rappel une tâche d'interférence. C'est clair que ça sera idéal de faire 20 minutes d'interférence, mais c'est pas grave de faire de 10 à 15 jusqu'à 20 minutes, c'est l'idéal, une tâche d'interférence qui ne relève pas de la mémoire. Vous faites ce que vous voulez à part l'évaluation de mémoire. Donc, la prochaine fonction testée, c'est le contrôle et l'inhibition. Voilà, le contrôle inhibiteur. Donc, on reste toujours dans les fonctions exécutives. Je demande à ma patiente, je vais lire une liste de lettres et je demande à ma patiente qu'elle tape sur la table une fois qu'elle entend la lettre A pour voir son contrôle et son inhibition. Voilà. نحن نعطيك اون ليست فيها لي لتر فيها حروف الالفابي تسمعي لا لتر ا il faut taper خطره كي تسمعيني نقول ا طابي وحده صافي فهمتي لا نبدا تري اف بي ا سي ام ان ا جي ك ال B, A, F, A, K, D, E, A, J, A, M, O, F, A, B. Très bien, bravo. On passe. On passe à la deuxième. On passe à la deuxième évaluation. Là, on va évaluer la mémoire de travail et calcul. Vous allez voir. Voilà. عندك 100 à chaque fois c'est منو 7 تحلي لي 7 شحال يبقى اللي تصيبيه زيدي تنقصي له 7 شحال يبقى انسي دو سويت حتى نقول لك انا خلاص نبداو فهمتي لا تقدري على بالي 100 نقصي لها 7 هيا نبداو بالعقل حسبي ملاح 100 نحيلها 7 très bien نحيلها 7 بالعقل
فوتيها هذيك ما تبقاش لا لا صعبة. هيا جو سيك تقدري. 83. Très bien. Bravo. Donc là, vous voyez que j'ai arrêté le test malgré elle a échoué la patiente. Donc le but, c'est pas de la mettre en situation d'échec. Donc si elle n'arrive pas à faire, on arrête au bout de 2 échecs, sans lui dire que voilà, parce que en fait le patient il va pas réaliser ses défaillances jusqu'au jour qu'il fasse ses tests. Donc il va jamais réaliser qu'il est ralenti ou là qu'il a des troubles de l'attention, de calcul. En situation des tests, il commence à réaliser qu'il a quand même des troubles cognitifs. Donc c'est stressant. Il faut respecter. Aussi, il faut mettre le patient très à l'aise. Donc on doit avoir une situation de confiance avant passation de chaque test. عندك 100. عندك 100. À chaque fois. Là, on va faire la fluence verbale et la vitesse de traitement de l'information. Comme on avait vu dans l'évaluation globale que c'était altéré, on va élargir par ce test. Donc, voilà. تديلي لو ماكسيموم تاع الكلمات اللي يبداو بحرف السين. ما تمديليش لي نون بروبر كيما سميرة داكا. وما تعاوديليش الكلمه زوج خطرات. عندك دقيقه واحده قد ما تمدي لي الكلمه قد ما البوان تاعي كيكون مليح. فهمتي لا كونسيبت؟ اسمعوا لي نون بروبر فوالا. وما تعاوديليش الكلمه زوج مرات. وعندك وقت تاع دقيقه وقت محدود. دونك يفو فيغ فيت باش تمدي لي الماكسيموم دو مو باش لو بوان تاعك يكون هكذا. فهمتي لا كونسيبت؟ نبداو الكرونو. هيا توب كرونو. هيا نبداو هذا. Très bien. Très bien. Sarah. Sarah. Sarah, oui. Ça va? Ça va? Très bien. Très qatar. Le ralentissement de traitement de l'information. Donc, pour que je donne le point à ma patiente, il faut qu'elle me donne minimum 11 mots. Donc là, elle a fait 4 à 5 mots. Il y a eu quand même des problèmes d'accès, des défauts d'accès à son lexique, mais aussi le ralentissement de traitement de l'information. On a bien apprécié ce trouble. Le maximum. Là, je reviens pour faire le rappel. On a fait l'apprentissage des 5 mots. Là, je dois récupérer mes 5 mots. وينسينو الصعب باش تبدي مدام دوك عندي لي لا ليست دو مو اللي عطيتها لك من قبل اللي فيها 5 كلمات. Marguerite. Très bien. Très bien. Visage. Oui. Oui. Voilà. Très bien. Très bien. Bravo. Très bien. Bravo. Donc, vous voyez qu'elle a bien récupéré. Donc, on n'est pas dans le sphère-mnésique, qu'elle n'a pas de trouble de la mémoire. Ces défaillances, c'est les fonctions exécutives qu'on l'a déjà vu dans l'évaluation globale. On l'a détecté, on l'a repéré. On a fait une évaluation élargie par des tests plus pointus. Donc voilà, en conclusion, le rôle du neuropsychologue fait partie de la prise en charge pluridisciplinaire. C'est un rôle très important qui permet de donner une meilleure qualité de vie pour ces patients. Je vous remercie pour votre attention. Je reviens sur les slides parce qu'ils m'ont demandé qu'ils veulent faire un capture sur les évaluations. Et on va... Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Et je vous laisse mon mail
Comme ça, vous pouvez me contacter pour que je vous envoie des tests. On partage des journées en ligne hein, avec mes collègues. Donc, je suis là pour vous. Ça, c'est pour la dépression. Le tableau, il est intéressant. Il résume un petit peu ce que vous aurez besoin. Voilà. Ça, c'est le test MOCA. Il y a plein de tests que je peux vous partager par la suite. Et je vous invite à ma consultation pour les personnes qui s'intéressent. Voilà. Et ça, le mini mental Parkinson. Merci à vous. Merci, Madame Louman, pour cette très belle présentation. Merci moi. Je pense que c'est très intéressant que les gens fassent des petites formations parce que c'est vrai qu'on peut pas tout apprendre dans une communication, qu'il faut la pratique, surtout pour les psychologues. Je Peut-être on va programmer dans l'avenir des séances de télémédecine. C'est ça qui c'est est intéressant. pour présenter des cas. C'est pas pour des présentations comme ça de maladies, c'est pour présenter des cas aux cliniques et aussi pour les tests et tout. Si vous avez des questions, Inch'Allah, on pourra progresser dans ce sens. Donc là, on est en train de voir s'il y a des questions. Je sais que durant cette séance, il y a eu beaucoup de coupures de sang. Désolée. C'est plus fort que nous. On a essayé par tous les moyens. Pour les tests, j'ai vu que les tests c'est des tests. C'est vrai que c'est pas des tests qui sont tous adaptés à notre population. On a des petits problèmes pour ça. Parce que c'est des vieux qui parlent en arabe, ils connaissent pas le français. C'est-à-dire, on peut pas les appliquer chez tout le monde, hein. Oui. C'est ça la difficulté dans la pratique quotidienne. Mais après, ça reste que toujours, il y a un moyen, il y a des moyens. Par exemple, tout ce qui est évaluation de la mémoire, on peut utiliser des tests papier-crayon. C'est-à-dire, si on fait l'évaluation, pas forcément qu'on fasse une évaluation par des mots en français ou là. On peut faire une évaluation avec des 9 images. Par exemple, la TNI. On a une image avec 9 qu'on va faire l'apprentissage, le rappel et la récupération. Donc, il y a toujours un moyen. Il faut vraiment juste chercher et travailler. Donc, mais c'est vrai qu'à la raison, professeur Hicham, des fois, on se trouve limité par rapport les tests. Il faut travailler quand même pour... Donc, est-ce que vous avez des questions? Là, on est en train de voir sur le chat. Oui. Il n'y a pas de questions. Merci pour les participants aussi. Hein. Oui. Oui. Oui, c'est le maladie de Parkinson, ça nécessite, il y a plusieurs intervenants pour. Donc, les gens, ils veulent le PDF. Le PDF. Le PDF. D'accord. Inch'Allah.